des mouvements sociaux, l'alternative pour l'Allemagne. Mais enfin, l'Allemagne reste peut-être pour des raisons de bonne santé économique relativement à l'abri de cette poussée. Mais il est vrai qu'aussi bien au nord qu'au sud, à l'est qu'à l'ouest, on assiste, et les dernières élections européennes de 2014 l'ont montré, à une poussée sensible de nationalisme et de populisme, le plus souvent dans l'espace des droites, c'est plutôt le populisme de droite, et depuis maintenant 2 ans, dans l'espace des gauches, avec bien sûr le cas espagnol, mais aussi bien sûr le cas grec. Alors, c'est amusant, je ne sais pas, je devrais utiliser ce terme-là, mais si on prend le cas de la Grèce et de l'Espagne, on se dit pourquoi ça a basculé à gauche? Alors on se dit, mais est-ce que c'est parce que ce sont des pays qui ont tout simplement connu elles-mêmes des dictatures? Certainement. En gros, on se dit que l'espace ne pouvait être dégagé que d'un côté, quoi. Si vous voulez, dans la mémoire, en effet, de pays comme l'Espagne, le Portugal, qui pour l'instant n'est pas touché par des mouvements équivalents, mais la Grèce, ce sont des pays qui ont connu très récemment encore des dictatures, et des dictatures d'extrême droite, la Grèce des colonels, le franquisme, etc. Donc il y a certainement une mémoire fraîche qui a mis en place des tabous pour que puissent s'exprimer pleinement des populismes de droite et de droite extrême. Du coup, on comprend mieux aussi l'extrême modération qu'on observe en Allemagne. Bien sûr, et on comprend qu'en Allemagne, on le voit bien, et toutes les enquêtes. Le nazisme est toujours en arrière-fond. Le nazisme est toujours là, en demi-teinte, présent dans la tête des Allemands. Alors, on peut parler de vague ou vous pensez que ça doit être pondéré comme expression? En tout cas, ce qui doit être pondéré, à mon avis, plus que le terme de vague, c'est le terme de populisme au singulier. Parce que, effectivement, ce qu'on n'a pas encore dit, c'est que le populisme, ce terme, renvoie en fait à des situations très hétérogènes en Europe. D'abord, comme vient de le dire Pascal Perrineau, parce qu'on a affaire à des populismes d'extrême gauche et d'extrême droite, mais aussi parce qu'au sein même de ces deux grandes familles, on peut trouver des grandes divergences idéologiques. Donc, si vous voulez, ce terme de vague populiste peut à un moment donné sembler très réducteur pour exprimer toute l'hétérogénéité du phénomène. Après, je rajouterai peut-être une chose par rapport à ce que vient de dire Pascal Perrineau, c'est que concernant la Grèce et l'Espagne, le fait qu'également les populismes d'extrême droite n'aient pas pu vraiment prendre l'ascendance sur l'extrême gauche, sur le populisme d'extrême gauche, c'est aussi lié au fait que le cas grec, l'Aube dorée, de toute façon, est un parti qui est extrêmement virulent, qui d'ailleurs assume un néonazisme. Vous voulez dire que c'est tellement violent que ça n'est vraiment pas acceptable. Ça n'est pas crédible. Et côté de l'Espagne, c'est vrai que de toute façon, la place de l'extrême droite est occupée aujourd'hui par le Partido Popular, qui en tout cas a, si vous voulez, mis la main sur l'espace qui potentiellement aurait pu être occupé par un parti populiste. Du Parti populaire, qui est donc le parti de droite central dans la vie politique espagnole, enfin jusqu'ici. Qui accueille en son sein de nombreux anciens franquistes, qui de toute façon ne permet pas aujourd'hui à un parti d'extrême droite d'émerger. Pardonnez-moi. Non, les historiens s'inquiètent de l'émergence de ces populismes et de ces partis extrémistes de droite ou de gauche? Non, c'est plutôt intéressant. On a une recomposition absolument fascinante. Dans le cas de l'Espagne, elle se passe en temps accéléré. C'est vrai qu'elle remet en cause les équilibres qui s'étaient construits depuis 1978. Et je dirais, là, pour le coup, ça ouvre un nouveau chapitre de l'histoire espagnole, qui coïncide d'ailleurs, ne l'oublions pas, il y a juste 1 an, le roi Juan Carlos abdiquait. Et il abdiquait pour impulser une réforme du système politique. Et cette extrême gauche Podemos appelle à une seconde transition. Et donc on voit aussi qu'une culture politique qui a tout juste une quarantaine d'années génère ses propres modèles, ses propres représentations. Et donc ça, c'est tout à fait passionnant. Alors, j'ai envie de vous demander, est-ce que c'est dangereux? Est-ce que ce que nous sommes en train de décrire et qui parcourt l'Europe, alors avec des formes et des couleurs, vous venez de le rappeler Magali Balland, différentes, mais dans un état d'esprit ou un état de réaction qui est quand même très fort, est-ce que vous estimez ça inquiétant, voire dangereux? Moi d'abord, je serais tenté de réfuter le terme de vague. Parce que, comme on l'a dit, on est en présence d'un phénomène d'abord qui est récurrent sur une histoire longue de l'Europe, des démocraties. On a connu des moments comme ça d'engouement populiste bien avant les années 2000. Et comme on l'a dit tout à l'heure, on est en présence de mouvements qui s'adaptent à chaque spécificité nationale, qui sont très différents les uns des autres, qui renvoient à des cultures politiques qui sont quand même très souvent très différentes,
qui ne sont pas forcément, pour l'instant en tout cas, qui sont dans une situation de, non pas de marginalité, mais quelquefois sur un plan qui n'est pas menaçant pour l'intégrité de la démocratie. Jean Garrigue, il y a quand même généralement un ennemi commun assez clairement désigné qui s'appelle l'Europe. Voilà. Et puis après, ce qui peut paraître étrange ou intéressant, on a commencé à l'évoquer, c'est pourquoi ça bascule à droite d'un côté, à l'extrême droite d'un côté, ou pourquoi ça bascule à l'extrême gauche de l'autre côté. C'est exactement à ça que je voulais en venir. Je pense qu'avant tout, c'est le symptôme d'un échec. Et de l'échec, en ce moment, on voit très bien que la thématique majeure et la thématique fédératrice de tous ces populismes qui sont par ailleurs très différents, c'est le rejet de l'Europe, du projet européen tel qu'on l'a vécu, tel qu'on l'a présenté. Et ça, c'est quelque chose qui est différent des mentalités, de l'état collectif des esprits européens, comme il pouvait l'être dans les années 30 ou dans les années 50. Il y avait une sorte d'espoir européen, il y avait une sorte d'utopie européenne dans ces périodes-là. Et cette utopie-là, aujourd'hui, on a l'impression qu'elle est morte. On va partir directement en Espagne dans ce début d'émission. On va donner la parole à nos invités à nouveau. Podemos, vous avez tous découvert le nom de ce parti, un mouvement politique créé en 2014 par des étudiants, est en train de bouleverser tout simplement la vie politique espagnole. Il peut notamment remporter les élections dans des grandes villes comme Barcelone ou même à Madrid. Dans la capitale catalane, une femme de 42 ans, issue du milieu associatif et des indignés, peut devenir, elle, le futur maire de la ville. Margot Chouraqui et David Lemarchand. Elle en est émue jusqu'aux larmes. À 41 ans, Ada Colau pourrait devenir la future maire de Barcelone. En tout cas, c'est déjà la première indignée à avoir convaincu autant d'électeurs, 176 000, soit un quart des suffrages. Il y a beaucoup à dire. Mais comme cela s'est déjà produit de nombreuses fois à travers l'histoire, c'est la victoire de David contre Goliath. Faut-il encore que cette novice de la politique, soutenue par le parti de gauche radical Podemos, réussisse à rallier une majorité pour gouverner? Pas si facile, comme à l'image de ses futurs administrés du quartier populaire de la Barcelonnette, où elle est pourtant arrivée largement en tête. J'ai voté Ada Colau et c'est une bonne chose pour le changement à Barcelone. Je suis convaincue qu'elle va s'occuper du peuple, des gens et des besoins des travailleurs, beaucoup plus que ceux qui sont en train de voler dans les caisses. Ada, moi je la jette au feu. Ada Colau, sans commentaire. On verra bien comment ça finira tout ça, parce qu'elle et ses alliés n'ont aucune idée de ce qu'ils vont faire. Elle est divine. Il était temps que l'ancien maire s'en aille, qu'il vire. Il était vraiment temps. Ada Colau n'est pas une femme politique, mais une héroïne des victimes de la crise, alors qu'elle était à la tête de la PA, la plateforme pour les victimes des crédits hypothécaires qu'elle a cofondée. Cet immeuble, ça fait 2 mois? Non, 3. Ici, les militants sont rentrés de force. L'association estime qu'il y aurait 3,5 millions de logements vides comme ceux-là en Espagne, suffisamment pour reloger les 600 000 cas d'expulsion qu'elle a dénombrés depuis le début de la crise. Cet immeuble a été récupéré par la plateforme anti-expulsion de Barcelone. Il appartient à une banque toxique. Et ça fait 7 ans qu'il est vide. Donc on a été obligé de le récupérer. Avec seulement 300 € par mois et un temps partiel en tant que jardinière, Loum n'a pas pu honorer son crédit immobilier quand elle s'est séparée de sa conjointe. Alors c'est ici qu'elle a trouvé refuge comme 5 autres familles. Il y a un couple qui vit juste là, Ellie et Hugo. Ils ont 2 enfants, un de 7 ans et une de 2 ans. Et là, c'est chez moi. Loum se réjouit de la victoire d'Ada Colau, qui a promis d'interdire les expulsions dès ses 100 premiers jours à la mairie. Quel chaos. Ça me remplit de joie qu'elle puisse mettre en œuvre une politique issue d'en bas, et pas une politique conçue dans des bureaux. Elle parle une autre langue, la langue de tous ceux qui luttent depuis très longtemps. On commence enfin à appeler les choses par leur nom et j'espère qu'elle va faire le ménage dans les institutions, en commençant évidemment par la mairie. Le rêve de Podemos,
le parti anti-austérité créé en janvier 2014 par de jeunes politologues, à l'image de Marc Bertomeu, 24 ans. Ça, c'est notre prochain objectif, le Parlement de Catalogne. Le peuple a misé sur des candidatures citoyennes, notamment avec Podemos, qui a réussi à virer des grandes villes du pays les partis traditionnels, ceux qui étaient issus de l'après 79, de la fin de la dictature franquiste jusqu'à aujourd'hui. Ça s'est passé à Barcelone, à Madrid, à Corogne, Séville, Valence. Dans beaucoup de villes, on a montré que cette révolution avait commencé et qu'on est aux portes d'un changement de système en Espagne. Podemos est devenu la troisième force politique du pays et veut mettre fin au bipartisme à l'espagnol. Prochain rendez-vous aux élections générales prévues à la fin de l'année. Alors, on a une question que je crois assez sévère, mais on l'appliquera ensuite au cas spécifique de l'Espagne parce qu'il est très intéressant. C'est qu'espèrent les indignés face à la mondialisation et aux exigences européennes? Est-ce que ça peut essayer d'être traduit et de transposer à nos téléspectateurs? Je vous pose la question à vous. Eh ben, on va le voir très rapidement à Barcelone et à Madrid. Si les deux candidatures réussissent à obtenir la mairie, elles ont jusqu'au 13 juin pour obtenir cette majorité. Ça va être autour de la question de la dette municipale, du changement de la fiscalité municipale et puis de toute une série de mesures par rapport aux expulsions. Parce que là, on est dans le cas de crédit hypothécaire, c'est-à-dire des familles qui ont payé leur appartement mais qui l'ont gagé et qui sont expulsées mais qui doivent continuer à rembourser le bien. Absolument. Là. Donc c'est effectivement pour le citoyen lambda une situation absolument scandaleuse. Ce qui se passe, c'est qu'il faut quand même voir qu'aujourd'hui, l'État central en Espagne est devenu le prêteur en dernier ressort. La Généralité de Catalogne, par exemple, n'en prenne plus sur les marchés internationaux. Or là, Ada Colau a déjà annoncé qu'elle demanderait à la Généralité de Catalogne de payer la dette de Barcelone. Je rappelle que ce qu'on appelle la Généralité de Catalogne, c'est le gouvernement régional. Voilà, le gouvernement régional. Et du coup, vous allez ensuite avoir la Généralité de Barcelone qui va envoyer ça à Madrid. Donc, il va y avoir un mur des réalités qui va être extrêmement violent parce que, comme on l'a dit dans le reportage, les élections générales ont lieu en novembre. Et que Mariano Rajoy, qui a subi un revers considérable, l'actuel Premier ministre, et qui est en pointe dans le combat contre Syriza et contre Alexis Tsipras, va essayer de faire la peau, pardon pour l'expression, mais à ceux qui représentent cette option en Espagne. Mais prenons le cas d'Ada Colau, c'est intéressant. On la voit, elle a passé sa vie finalement à se faire déloger par des policiers de manifestations, de sitting auxquels elle participait. Demain, si elle devient maire de Barcelone, c'est elle qui est la patronne des flics. Donc, non mais voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on comprend très bien que des espoirs et des alternatives politiques, et heureusement d'ailleurs, parce que ça permet notamment à la jeunesse de s'intéresser à la vie politique, et un certain succès. Après, il y a la prise en main de la réalité, par exemple, d'une grande ville comme Barcelone. Et oui, surtout que Barcelone est une ville bourgeoise. Convergence et Union qui gouvernait Barcelone depuis 1979, c'est l'incarnation de la bourgeoisie catalane et aussi du projet souverainiste catalan. Et alors, dans le reportage, on l'a vu, à un moment, il y a eu une formule très brutale contre Javier Trias, qui est le maire sortant, parce qu'il représente aussi cette élite corrompue, les Pujol, qui étaient Jordi Pujol, qui pendant 23 ans a prisé la Catalogne, qui est un peu le père de la nation catalane, le De Gaulle catalan. On se rend compte qu'il a planqué sa fortune en Andorre et en Suisse. Donc là, il y a un mythe qui s'est effondré, parce qu'en plus, les Catalans étaient des gens sérieux par rapport aux Espagnols qui étaient corrompus, etc. La façade s'effondre. Donc, Ada Colau, effectivement, va vraiment se heurter à ce qu'on appelle en Espagne ces pouvoirs de fait. Quand on les entend tous nous parler d'élite corrompue, c'est l'expression que vous venez vous aussi d'utiliser. Excusez-moi, c'est un slogan ou c'est une réalité qui commence à être bien objectivée en Espagne? C'est une réalité, hélas. Vous avez dans les listes du Parti populaire un certain nombre de candidats qui étaient mis en examen. Vous avez un certain nombre d'anciens ministres socialistes ou du Parti populaire qui sont mis en examen. Et l'une des conditions d'ailleurs que mettent ces partis, soit Podemos, soit Ciudadanos, c'est qu'ils soient éliminés de la vie politique. Donc vraiment, la corruption a été à tous les étages. Mais attention, ce ne sont pas que les politiques, c'est aussi un système économique. Les élites économiques et financières espagnoles ont failli lourdement.
Moi, il y a quelque chose que je trouve quand même incroyable. Podemos n'existait pas il y a un an. Enfin, comment on réussit aussi rapidement à avoir un pareil succès? Comment vous analysez ça? Ce sont des générations spontanées qui se nourrissent du délitement d'un ancien système. Souvenez-vous, il y a quelques années, il y a eu l'opération Main propre en Italie. Là aussi, de grands partis se sont effondrés et de multiples partis sont apparus. En Grèce également, Syriza est une création récente. Oui. Là, on parle de Podemos, mais il y a dans l'espace du centre-droit, Ciudadanos aussi, qui est un mouvement qui commence à faire, plutôt dans l'espace du centre et de la droite, un peu sur une même base citoyenne, de mouvement social, commence à faire des pourcentages tout à fait étonnants. Au fond, on s'aperçoit que de grands systèmes qui ou bien se sont mis en place après la guerre, oui, ou en sortie de dictature, on parle de la transition en Espagne, sont des systèmes qui sont en fin de cycle. Et on est en train d'inventer de nouveaux systèmes. On parlait en France il y a quelques semaines. Excusez-moi, on va appeler... Alors, très bien. Alors, dans tous les partis d'Europe, quand on s'appelait UMP, on va s'appeler les Républicains. Et quand on s'appelait Parti Socialiste, on va s'appeler les démocrates. Et ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas parce que... Voilà, il faudrait changer les hommes, il faudrait changer les pratiques, et il y aura, comme en France, de nouvelles forces qui vont apparaître. C'est un vieux monde qui est en train de mourir et un nouveau monde qui essaie de naître. J'ai quand même la définition même de la crise. Je n'ai quand même pas l'impression qu'on puisse imaginer que du jour au lendemain, une formation politique issue du milieu associatif naisse en France et soit à même de gagner des élections à Lyon, Marseille ou Paris. Ça vous intrigue pas quand même? Oui, moi je crois qu'au contraire, ça fait partie justement du succès de ces mouvements populistes. On a d'ailleurs cet exemple de Beppe Grillo avec le mouvement 5 étoiles, oui, qui a gagné à un moment donné et qui a su justement conquérir une partie de l'électorat. En Italie. Justement en cultivant cette différence qu'il avait par rapport aux politiciens traditionnels, par rapport aux discours traditionnels, aux pratiques, vous disiez également, et qui a cultivé cette différence-là et qui a été élu pour cela. En fait, ça traduit le ras-le-bol des populations. Quand on est capable de faire confiance à des gens qu'on ne connaissait pas, sauf pour les voir manifester un tout petit peu un an avant et de les porter à des responsabilités pareilles, ça traduit le climat du pays. Oui, je crois qu'il faut en revenir quand même aux cultures et au contexte. Je veux dire que les cultures politiques d'un pays comme l'Espagne, oui, d'un pays comme la Grèce, qui ont été très longtemps sous le joug d'une dictature ou de forme de régime autoritaire, ne sont pas les mêmes que celles de la France, de l'Angleterre ou de l'Allemagne, avec des cultures partisanes qui restent quand même beaucoup plus solides. On a beau dire, même si le Parti socialiste connaît un certain nombre de turbulences, même si l'UMP futur, les Républicains en connaît aussi, on est quand même dans des cultures partisanes beaucoup plus solides et on est avec des chocs de crise qui sont quand même plus amortis par rapport aux deux pays dont on vient de parler. Oui, et pourtant le maire de Béziers, Robert Ménard, est bien un ancien patron de mouvement de ce qui ne veut pas dire Médecins sans frontières, qui non plus n'est pas un politicien traditionnel. Bien sûr, la frontière n'est pas totalement porose entre le monde associatif et d'ailleurs, chacun, lorsque les dirigeants de nos partis classiques parlent de ce que doit être ce que Jean-Christophe Cambadélis s'appelle le Big Bang organisationnel. Il parle d'une nouvelle démocratie participative, d'une nouvelle consultation, même au sein de l'UMP, on parle de consultation démocratique, de refaire une forme de pratique politique à la base. On appelle ça l'Europe. Et quelles que soient les formes de contestation, je veux dire, ces formes de repli sur soi, où on se tourne le dos et où on peut, je dirais, vivre, on comprend très bien que small is beautiful, mais il y a quand même quant à l'avenir du fonctionnement, nos économies sont mêlées, notre commerce, nos partenaires commerciaux, ils sont d'abord européens, et c'est vrai pour toute la famille européenne. Je trouve ça quand même troublant. C'est quelque chose de très préoccupant pour le fonctionnement de l'Europe, surtout que l'Europe est dirigée en fait par qui ? C'est dirigé par une coalition de la gauche modérée et de la droite modérée. Exactement. Et là, on a, dans de multiples pays européens, toute une série d'organisations très protestataires, plutôt à l'extrême gauche ou à l'extrême droite, qui montent à l'assaut de l'Europe et qui signent aussi le déclin. Non pas la disparition, mais le déclin du vieux clivage gauche-droite qui a organisé pendant des décennies notre vie politique dans nos démocraties. Vous savez, tous ces partis, je regardais attentivement les textes de Podemos, oui, c'est très intéressant. Eux-mêmes, pourtant, tous les leaders viennent de l'extrême gauche, à commencer par Pablo Iglesias et tous ses conseillers, ce sont d'anciens de la mouvance communiste et gauchiste. Bon. Mais
ils commencent à renier le clivage gauche-droite et pour eux, ils mettent en avant un clivage qui est le clivage peuple-oligarchie. Peuple-oligarchie. C'est classique. Et dans ce clivage, en haut en bas, d'ailleurs, ils ont un théoricien. Ça fait le titre de l'émission, hein, l'Europe d'en bas. Tout à fait. Ils ont un théoricien argentin, Laclos, qui est mobilisé et qui dit au fond, voilà, tous ces clivages qui s'étaient mis en place dans les années 40-50, gauche-droite, sont en train de se décomposer. Et le clivage essentiel, le clivage de l'avenir, c'est le bas contre le haut, c'est le peuple contre l'oligarchie. Eux parlent en Espagne, je crois, de la caste. La caste, absolument. Voilà. C'est la lutte des classes? C'est pas la lutte des classes, parce que la lutte des classes, il y avait un côté plus sophistiqué. C'est beaucoup plus le populisme. Au sens où il s'est inventé à la fin du 19e. Benoît Pellistrandi. Il y a un élément de Podemos qui est important à souligner, c'est qu'il reste euro-enthousiaste. La culture politique espagnole est euro-enthousiaste. Alors, attention, ils appellent à un changement de politique. Ils ne sont pas du tout favorables à la politique européenne qui est menée, mais ils ne tournent pas du tout le dos à l'idée de construction européenne. De même, Podemos n'est pas nationaliste. Et la victoire d'Ada Colau à Barcelone pose un problème considérable aux nationalistes catalans. Oui. Du coup, alors on a constaté d'ailleurs que Podemos a dit pendant la campagne électorale le nationalisme ne fait pas partie de nos préoccupations. Là, sans doute, ils vont devoir, parce qu'il va falloir passer des alliances avec l'extrême gauche catalaniste, donc ça va entrer dans le programme. Et c'est pour ça que je pense que le clivage fondamental est celui qui est en train d'être organisé entre le peuple et le haut, et c'est une révolte des petits qui ont le sentiment que les gros se sont enrichis sur leur dos. Et il ne faut pas oublier ce que Jean Garrigue a souligné, le choc de la crise. Excusez-moi, mais c'est extrêmement grave, parce qu'au moment où on n'a plus d'autres motivations de vote que celle de penser qu'on va sortir les sortants et que ceux qui sont au pouvoir et en responsabilité forcément s'en mettent plein les fouilles et ne vivent que de prébendes, c'est quand même une situation alarmante. Oui, mais 30% des Espagnols aujourd'hui sont menacés par la pauvreté. Et un quart des Espagnols vivent sous le seuil de pauvreté. Alors quand le gouvernement, sans doute à raison, évoque le redressement économique de l'Espagne, c'est vrai que le nombre de chômeurs commence à reculer de façon massive, mais les Espagnols ne le voient pas et ils ont subi une crise extrêmement violente. Il y a plus de 2 millions d'Espagnols qui vivent en couple et qui sont tous les deux au chômage. C'est énorme. On pourrait pousser le paradoxe jusqu'à dire que c'est presque une chance qu'en Espagne, ce mécontentement social lié à la crise se manifeste justement par la poussée de ce type de parti. Et ça vient justement d'une sorte de répulsion de cette culture autoritaire qu'ils ont connue. Mais quand on voit ce qu'est Podemos, et quand on voit aussi ce qui est en train de se décider, mais que connaît beaucoup mieux Benoît Pellistrandi, c'est-à-dire comment les stratégies de pouvoir de Podemos, enfin au sommet de Podemos se dessinent pour éventuellement des alliances avec d'autres forces politiques, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une opposition frontale, qu'il va y avoir des négociations, mais on se dit que finalement, c'est quand même je ne dirais pas que c'est un bienfait, on ne peut pas le savoir, mais en tout cas que c'est quelque chose qui aurait pu avoir une traduction beaucoup plus violente et beaucoup plus néfaste, et beaucoup plus hyper nationaliste, et avec tout le cortège que ça peut avoir. N'oublions pas, celle qui a le plus de chances de devenir la maire de Madrid, Manuela Carmena, a été avocate spécialisée dans le droit du travail et elle était attachée au cabinet d'avocats qui était victime en 1977, en janvier 1977, de l'attentat venu de l'extrême droite et qui a conduit à la mort de 5 avocats d'extrême gauche et qui a été un élément très important dans la transition démocratique. Donc elle représente une autre génération par rapport à Ada Colau, mais tout ça justement exprime cette société civile qui veut redevenir maîtresse de son destin. Et c'est vrai qu'il y a malgré tout en Espagne un appétit politique qui se manifeste et qui, de ce côté-là... Attentat de qui et pourquoi? Quel est le rapport avec... C'était un attentat venu de l'extrême droite contre des avocats qui étaient spécialisés dans la lutte pour les droits syndicaux, qui à l'époque n'existaient pas, mais qui étaient clandestins. En fait, ça a été, si on voulait comparer, l'impact émotionnel a été aussi fort que l'attentat du 7 janvier à Paris, puisque c'était une fusillade dans les locaux de ce cabinet d'avocats, et qu'à la suite, l'enterrement de ces avocats, il y a eu plus de 200 000 personnes dans les rues de Madrid, au premier rang Santiago Carrillo, qui à l'époque était le leader du Parti communiste espagnol, et la gauche est sortie dans la rue, mais elle est sortie pacifiquement. Et ça a été un verrou
formidable qui a sauté pour la transition démocratique. On va au bout de la logique, si vous le voulez bien, Benoît Pellistrandi. Imaginons que demain, cela dit, ça peut s'appliquer tout à fait déjà aux grandes villes, mais Podemos arrive au pouvoir. Ils vont donc distribuer de l'argent aux plus pauvres. C'est ce pourquoi ils sont élus. Creuser les déficits. Et qu'est-ce qui se passe ? Alors, il va se passer ce qui se passe déjà. On a vu que les taux d'intérêt espagnols se sont tendus malgré l'injection massive de liquidités de la Banque centrale européenne. Je pense que les investisseurs... Et alors il y aura à gauche, de la gauche de Podemos, des gens pour dire oui, mais eux, ils n'ont pas fait le boulot. Le fric, on peut aller le récupérer dans la poche des... Oui, d'autant que je vais vous dire quand même, en Espagne, le taux d'imposition, même si les Espagnols se plaignent parce qu'on n'aime jamais payer des impôts, c'est 35% du PIB. Quand on compare la pression fiscale en France qui est à 46%, je dirais, ils ont de la marge. Et déjà, les débats à l'intérieur de Podemos ont commencé. Hein. C'est frappant. Je regardais le programme de Podemos au moment des européennes et maintenant. Eh bien, déjà, par exemple, sur la retraite, c'était la retraite à 60 ans, maintenant c'est la retraite à 65 ans. Vous voyez, en à peine un an. C'était l'annulation de la dette, maintenant c'est la négociation de la dette. Hein. Donc on voit très bien comment, voilà, quand un parti de protestation est confronté à une logique de pouvoir, il est obligé de faire quelques efforts. Et donc ça suscite, dans ces milieux tout de même assez radicalisés, des débats. Et les débats ont déjà commencé. Surtout qu'ils veulent arriver au pouvoir. Oui. D'ailleurs, ça, on le voit à l'œuvre avec Syriza. Bien sûr, qui, depuis janvier, a quand même revu son programme à la baisse. Voilà. Moi, je voulais insister sur un autre clivage. Là, on parle de ce clivage entre le haut et le bas, voilà, le haut et le bas. Il y a un autre clivage que ces partis cherchent aussi à mettre en exergue. C'est l'opposition entre la vieille garde politique et la jeunesse. Et donc, autrement dit, ces partis cherchent à montrer cherchent à mettre en valeur une sorte de conflit de génération. Si on regarde, tous ces leaders ont à peu près 40 ans. Pablo Iglesias, on en parlait il y a un instant, il a 36 ans. Le leader de Syriza, Tsipras, donc lui a une quarantaine d'années, pas plus. Et donc il y a ça aussi qui joue et qui, encore une fois, séduit l'électorat. Cette idée qu'on veut insuffler, on veut apporter un nouveau souffle à la vie politique et donc sortir ceux qui sont là depuis des générations, qui se sont recyclés mais qui finalement recyclent toujours les mêmes idées et qui ne peuvent plus apporter de choses nouvelles parce qu'ils sont là depuis trop longtemps finalement. On va partir maintenant en Italie, autre mouvement populiste, populaire. Et autre, Matteo Salvini, celui-là, leader de la Ligue du Nord, qui a décidé de parler à toute l'Italie désormais aux prochaines élections. Le vote pour les régionales partielles a lieu ce week-end. La Ligue du Nord est poussée par la crise, le rejet de l'Europe et l'afflux des clandestins. 15% d'intention de vote contre 6%. Là, il s'agissait d'un résultat aux dernières élections européennes. Sur place, Maxime Vauthier, Stéphane Lopez avec Barbara Steck. Merde, il commence à pleuvoir juste au moment où je sors. Il est le nouveau visage de l'extrême droite italienne, l'étoile montante. L'autre Matteo, jeune, direct. Matteo Salvini, chef de file de la Ligue du Nord, est devenu en quelques mois le principal rival du Premier ministre Matteo Renzi. Certains préfèrent la finance, les banques. Nous, on préfère s'occuper des pêcheurs, des agriculteurs, des artisans et des taxis. Ce sont deux visions de la région de l'Italie et de l'Europe différentes. L'Europe de Renzi, c'est celle des inégalités, qui se fout de l'immigration sauvage subie par l'Italie. L'Europe de la Ligue du Nord, c'est celle qui défend les producteurs, les éleveurs, les agriculteurs, les artisans, les commerçants et les taxis. On attend beaucoup de lui, car lui, il souhaite que les règles soient respectées ici. À quelques jours d'élections partielles en Italie, il vient soutenir les taxis locaux de Gênes dans leur lutte contre l'entreprise de VTC Uber. Son franc-parler et son discours populiste séduisent. Il s'exprime de manière directe, ne pratique pas la langue de bois. Je pense qu'il est assez aimé par les citoyens. Nous, les taxis, on collabore avec tout le monde, on a travaillé avec tout le monde, avec tous les partis politiques. Mais lui, c'est vrai, il parle vrai, il nous plaît car il est direct. Arrivé à la tête de la Ligue du Nord en décembre 2013, Matteo Salvini a su rajeunir le parti, à l'image du Front National, qu'il cite régulièrement en exemple. Ses thèmes de prédilection, l'Europe, mais avant tout l'immigration. Et sur le créneau, une place était à prendre. Le gouvernement, Renzi et les autres, ne pouvaient pas, en un moment très délicat de la politique italienne,
partir contre l'Europe d'une façon directe. Nous ne pouvions pas, parce que nous dépendons à ce moment de l'Europe. La crise nous met dans une position d'attendre et d'espérer que l'Europe aide l'Italie. Et de l'autre côté, les autres partis, comme le parti de Berlusconi, étaient en pleine défaute. Berlusconi était condamné, il est pratiquement disparu de la scène politique, il ne pouvait pas parler, il ne pouvait pas faire des commises, il ne pouvait pas aller à la télévision, il est disparu. Alors, qui est resté? Est resté M. Salvini. Avec 9 millions d'Italiens sous le seuil de pauvreté, envoyer des clandestins dans la moitié des hôtels de la région, c'est une insulte pour tous ceux qui n'ont pas de travail ou de toit. C'est ça la vérité. Sans aucune formation autre que le militantisme, Matteo Salvini donne de la voix et déplace les foules à chacun de ses meetings. En plein discours, une détonation, des pétards. Comme à Rome et Mestre quelques jours auparavant, des militants antifascistes sont également dans la rue. Et la situation dégénère. Gênes est antifasciste, antiraciste, anti-homophobe et donc anti-Ligue du Nord. Pas de quoi refroidir le leader de la Ligue du Nord. Va travailler, va faire le bénévole dans une maison de retraite. Imbécile. Imbécile, imbécile, quitte cette place qui ne te mérite pas. Il pourrait incarner le changement. Il promet beaucoup et je pense qu'il pourrait vraiment transmettre quelque chose. Il l'a démontré aujourd'hui en étant ferme et en chassant les mal élevés. Le nouveau leader est satisfait et se prête aux séances de selfie. Version Salvini, la Ligue du Nord s'est modernisée et a des ambitions nationales. Aujourd'hui, le parti pèserait 15% des intentions de vote en Italie. J'ai quand même envie de vous dire, on aurait tort de prendre ça à la légère. C'est-à-dire qu'il y a une certaine forme de chaos qu'on voit sous nos yeux. Alors on est en Italie, il fait beau. Non mais voilà, je me demande si parfois on désamorce pas un petit peu, notamment pour cette Europe du Sud qui est pleine de charme, des éléments qui sont beaucoup plus violents qu'on l'imagine. Enfin, quelle peut être la réconciliation entre les chauffeurs de taxi qu'on vient de voir et les jeunes militants de gauche qui viennent de perturber la manifestation? Très difficile et peut-être impossible. Parce qu'au fond, derrière ce type de leader comme Salvini, c'est une opération de synthèse entre deux types de protestation qui est en train d'essayer de trouver son chemin. La protestation sociale, on l'a vu dans le cas espagnol, des Espagnols qui ont pour de bonnes raisons besoin de se plaindre et de trouver un vecteur à leur protestation. Mais on voit bien que c'est présent dans le discours de Salvini. Mais en même temps, il y a une deuxième protestation, c'est la protestation identitaire. Et on voit comment ce leader joue beaucoup sur le thème de l'identité italienne qui a besoin de se défendre contre, en effet, ces migrants qui arrivent par bateau entier sur les côtes de l'Italie. Et le danger, peut-être, pour nos démocraties européennes qui sont peut-être plus fragiles qu'on veut bien le dire, surtout dans cette période de transition, c'est la confluence de ce populisme sociétal et du populisme identitaire. On fête aujourd'hui. Il y a 10 ans, c'était en effet le non au traité constitutionnel européen. Et là, dans les urnes, qu'est-ce qui s'était passé derrière les 55% du non? C'était déjà la protestation identitaire de Jean-Marie Le Pen qui se retrouvait aux côtés de la protestation sociétale de la gauche en France. Les 55% du non, c'est ça. Ce sont les électeurs du Front National avec les électeurs du Parti communiste, les électeurs de la gauche, la moitié des électeurs socialistes et un petit courant d'eurosceptiques de droite. Oui. Contre quoi? Contre les électeurs centristes, socialistes modérés et UMP. Donc on voit bien qu'il y a là un clivage qui maintenant, surtout lorsque la question européenne est posée au peuple, devient un clivage essentiel capable de fracturer les sociétés en deux.
Jean Garrigue. Oui, et ça va même encore plus loin avec celui qu'on appelle Le Pen du Pau, hein, qui est dans une très grande proximité avec Marine Le Pen, une grande admiration pour Marine Le Pen, une admiration réciproque. Il faut voir quand même que ils ont recréé cette ligue qui était un peu moribonde, la Ligue du Nord, en essayant de mordre sur un autre électorat. Ils se présentent dans toutes les circonscriptions là. Ça s'appelle la Ligue du Nord et ils seront présents en Sicile. Hein. Ils seront présents en Sicile. Ils jouent beaucoup sur l'immigration justement qui vient du Sud et n'hésitent pas à faire des alliances avec les néofascistes. Parce que là aussi, il y a quand même une question culturelle. C'est que là, on est dans un pays qui a connu le modèle fasciste, qui ne s'en est jamais totalement émancipé. Il y a toujours eu des partis fascistes. Il faut se souvenir qu'en 1984, aux élections européennes, Jean-Marie Le Pen s'alliait avec Giorgio Almirante. Je vous arrête parce que quand on entend un mot comme néofasciste, vous comprenez, c'est une telle résonance. Donc pardonnez-moi, néofasciste en Italie, ça veut dire quoi par rapport, par exemple, à ce que représentait Mussolini et ça représente quelle force, enfin quel poids politique aujourd'hui en Italie? C'est un poids politique marginal, mais ça fait plus de 5%? C'est moins de 5%, mais c'est quelques pourcents quand même. Et c'est une force qui occupe la rue, qui participe à des grandes manifestations avec la Ligue. Au mois d'octobre, je crois, il y a eu une grande manifestation à Rome ou à Milan, pardon, où ils étaient plusieurs centaines de milliers. Ça représente une force et ça représente une culture aussi, la permanence d'une culture de la violence, une culture de la force. Hein, il ne faut pas se le cacher. Alors avec une obsession qui est l'immigration. Là, on est aux antipodes quand même de Podemos. Hein, le point commun pourrait être l'euroscepticisme, pour des raisons fort différentes. Mais le clivage se fait sur l'immigration, l'étranger. Voilà. Benoît Pellistrandi. Je pense aussi qu'il y a un autre élément de transformation fort, qui est le problème des médiations. Nous n'avons plus du tout... la culture politique ne passe plus par la presse. Prenez le cas de la presse écrite, elle ne joue plus le rôle qu'elle pouvait jouer. Dans le cas de l'Italie, on a bien vu que la berlusconisation des médias a eu des effets désastreux pour la culture politique. Si je prends le cas de l'Espagne, aussi, il y a eu une vraie berlusconisation des médias. À un moment même, il y avait un personnage absolument incroyable sorti de la télé-réalité qui était monté à 8% dans les sondages. C'était Belén Esteban. C'est du n'importe quoi. Et donc, je pense aussi qu'on n'a pas suffisamment été attentif à l'éducation politique du citoyen. Ça se voit aussi dans la crise de l'école, qui est un élément qui, alors là, pour le coup, est partagé par toutes les démocraties européennes, ou presque. Mais qu'est-ce que vous voulez dire que les médias, des médias qui fonctionnent seraient là pour éduquer le citoyen à la politique? Ça se fait à l'école, hein? Non, mais pas sous la forme de propagande, mais sous l'idée effectivement qu'une question politique, ça peut être un peu plus que 2 minutes de réponse au Parlement, puisque les questions parlementaires, c'est 2 minutes, et qu'un tweet ne permet pas d'argumenter de façon construite. Les débats sont compliqués, du coup... Quand vous nous dites qu'il y a un problème de médiation, je veux juste qu'on s'arrête là-dessus pour qu'on se comprenne bien. Vous nous dites, regardez, dans des pays comme l'Italie, les médias jouent un jeu dangereux, n'ont plus la fonction traditionnelle qui était la leur auparavant. Enfin, je vais vous dire, en France, il n'y a plus l'ORTF non plus. Hein, donc, Non, mais c'est pas ça, mais c'est les grands articles dans la presse écrite qui tout d'un coup mobilisaient. Et quand vous prenez une page du Monde ou du Figaro, ce sont plusieurs milliers de caractères. Essayez de faire passer ça en tweet, il faudra y passer la journée, vous voyez. Et donc quand on lisait un article de Raymond Aron, ou quand on lisait un article du Père Beuve-Méry, on était un petit peu plus conscient. Ça avait une autre dimension, oui. Il n'y avait pas que eux, il y avait aussi la presse régionale. Il y avait aussi la presse régionale qui comptait. Et ces réseaux sociaux, on l'a vu, une anecdote, mais au moment où il y a 2 mois, l'avion de la Germanwings s'est écrasé dans les Alpes. Il y a eu les réseaux sociaux en Espagne et on y a vu le pire du pire. Des gens qui se réjouissaient que des Catalans se soient écrasés. Et le problème, c'est qu'avant, ça se disait au Café du Commerce, et celui qui le disait, c'est qu'il avait abusé du blanc, tandis que maintenant, c'est envoyé dans la sphère médiatique, et je pense que tout ça corrode les éléments d'un débat argumenté et rationnel. Que pensez-vous de ce Matteo Salvini qu'on vient de voir, et de ce qui se passe en Italie, Magali Balland? Je pense que c'est, encore une fois, l'expression de la poussée de
du populisme d'extrême droite, même si, comme on a dit tout à l'heure, c'est un parti qui s'est profondément renouvelé, qui était au départ un parti séparatiste. Oui. Un parti qui... Intéressant, un parti séparatiste qui maintenant veut parler au sud du pays. Voilà, et oui, qui a bien compris que de toute façon, s'il voulait devenir une force crédible en Italie, il fallait forcément qu'il élargisse son discours. Et qu'encore une fois, c'est l'expression d'un mouvement qui prétend être lutter en tout cas contre la vieille garde italienne, contre la corruption, parce que là aussi, en Italie, on parlait tout à l'heure de l'Espagne, la corruption en Espagne, en Italie, c'est peut-être même pire. Oui. Je crois que donc là, encore une fois, Matteo Salvini joue sur le fait que, en matière de corruption, lui n'a rien à se reprocher. Par ailleurs, il n'a jamais exercé le pouvoir, comme on a dit tout à l'heure, il n'a pas de formation, il n'a pas de diplôme, donc il peut jouer ce caractère d'outsider, de nouvelles façons de faire de la politique, de nouvelles façons de l'incarner également. C'est peut-être important ça, ce clivage. En dehors on va dire des extrémismes de droite ou de gauche, il y a la notion que vous venez d'amener, là, qui est de dire ceux qui n'ont pas encore exercé le pouvoir, ou qui pourraient l'aborder de façon soi-disant nouvelle ou différente, c'est ça. C'est ça. Et c'est vraiment cette façon de dire nous n'avons jamais exercé le pouvoir, donc nous sommes une alternative totalement inédite dans le paysage politique qui a vu se succéder pendant des décennies toujours les mêmes dirigeants. On va donner la parole à Jean-Luc Mélenchon maintenant, qui affirme concernant l'Europe, le truc va sauter. Selon lui, la partie est continentale, et pas seulement française ou italienne ou espagnole. Il reconnaît l'avance de l'extrême droite et de Marine Le Pen sur ses propres engagements, en tout cas dans notre pays. Et il ajoute que le socialisme a échoué depuis qu'il s'est mis finalement en cogestion avec la droite. Laurence Saada-Diop et Dominique Lemarchand l'ont rencontré. Pour nous, la partie, elle n'est pas franco-française. En tout cas, pour des gens comme moi, comme Pablo Iglesias ou Tsipras et d'autres, nous nous connaissons, nous nous voyons dans d'autres endroits, même qu'en Europe, en Amérique latine notamment. Donc la partie, elle n'est pas franco-française, elle est continentale. Et sur le vieux continent, pour l'instant, c'est pas nous qui avons la main. Même si on perce en Grèce, et qu'on gagne en Grèce et qu'on perce en Espagne, qu'on se maintient en France, c'est pas nous qui avons la main, c'est l'extrême droite. Partout dans toute l'Europe de l'Est et l'Europe du Nord, et en France aussi, l'extrême droite est extrêmement active, puissante, et marque des points de tous les côtés. Donc, si vous voulez, on est un peu dans un moment charnière de l'histoire de l'Europe. De toute façon, le truc va sauter, ça c'est sûr. Ce qu'on ne sait pas, c'est de quel côté va aller l'énergie. Moi, j'espère que ce soit de notre côté, bien sûr, mais c'est pas du tout sûr aujourd'hui. La dernière fois qu'on s'est compté, et la seule fois où on a pu se compter en ouvrant une alternative, c'est lorsque j'ai été candidat à la présidentielle, et on a réuni 4 millions de voix et 11%. C'est plus qu'on n'avait jamais fait. Donc on voit qu'il y a un potentiel, il y a une possibilité. Après tout ça, il faut être honnête, c'est perdu dans la magouille politicienne, des accords, des carabistouilles au municipal et toutes ces choses-là. Regardez, en Espagne, il n'y a pas une seule liste avec le PSOE. En France, une partie du Front de gauche est partie s'allier avec les socialistes. Ça a été la pagaille, il faut appeler les choses comme c'est. Alors les braves gens, comment voulez-vous qu'ils s'y retrouvent là-dedans? Un coup on leur dit, ah bon, on fait ça tout seul, le coup d'après on les retrouve avec les socialistes, ils sont perdus. Donc nous avons aussi une responsabilité, je vais dire collective, mais certains plus que d'autres. Il ne faut quand même pas que vous perdiez de vue ce qu'était le paysage il n'y a même pas 15 ans, il n'y a même pas 10 ans, il n'y a même pas 8 ans. C'était la social-démocratie dans toute l'Europe qui dominait tout, gouvernait tout. Et en quelques années, ça a été le retournement de situation complet. Les partis de gauche, au fond, dans lesquels tout le monde avait confiance, se retrouvent à co-gérer avec la droite dans la moitié des pays européens. Donc, un coup pareil, c'est un coup sur notre tête d'abord. C'est les idées de gauche qui sont en recul, les gens sont perdus, n'ont plus de repères, ceux qui tenaient le drapeau autrefois ont jeté par terre et changé de camp. Donc il faut vous rendre compte que ça crée un désordre immense. Et le temps qu'une alternative se construise, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Tandis que les autres ont pour eux, en quelque sorte, l'ordre des choses. Et puis c'est plus facile d'expliquer aux gens que s'il y a un problème dans la société, c'est à cause des Arabes et des Noirs, que d'expliquer que c'est à cause de la finance. Le moment n'est pas très bon pour nous. Mais c'est le moment aussi d'avoir du caractère. Évidemment, si on fait les gosses gâtés et qu'attendent que ça tombe comme ça du ciel, sur un bon coup, un bon mot d'ordre, un bon slogan, on perdra. Il faut de la patience, il faut de l'opiniâtreté. Vous savez, Syriza, ça a pris 15 ans, c'est long. On a une première question, on va revenir sur les propos et l'analyse de Jean-Luc Mélenchon, mais la question est, un printemps européen est-il envisageable? C'est une référence au printemps arabe. Il faut se méfier, parce que quand on voit ce qu'a donné le printemps arabe, peut être légitimement sceptique. Un coup de balai, je pense que c'est ça l'idée. Non, il faut être prudent tout de même. C'est poussé de populisme en tout genre, érode les grands partis, mais même en Espagne, le premier parti
aux dernières élections, reste le Parti populaire. Et Podemos est roue dans roue avec le Parti socialiste ouvrier espagnol. Et contrairement à ce que vient de dire Jean-Luc Mélenchon, s'ils veulent en effet arriver au pouvoir municipal, ils vont être obligés de passer des accords avec les socialistes catalans ou avec le Parti socialiste ouvrier espagnol. Donc les choses sont un peu plus compliquées que cela. Et le système a une capacité tout de même de résistance. Oui. Dans aucun pays, ces forces n'ont acquis de vocation majoritaire. Ça reste en effet des forces qui viennent pour l'instant perturber le système. Les grands partis n'ont pas totalement... Syriza, voilà, Magali Ballan a raison, Syriza dirige la Grèce. Même en Grèce, ça n'est pas 50% des suffrages exprimés. Et ils ont fait alliance avec un parti qui est un parti qui n'appartient pas du tout à l'espace de la gauche, qui est un parti de droite avec des connotations antisémites. Vous voyez, et c'est là où on voit, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, le danger éventuel si en effet des protestations extrêmement différentes faisaient masse. Si, en effet, eh bien voilà, ce que représente Jean-Luc Mélenchon, faisait une partie de chemin avec éventuellement ce que représente Marine Le Pen. Là, en ce moment-là, le système pourrait être inquiet. Mais le système, pour l'instant, pour reprendre le terme de tous ces contestataires, a encore une capacité de résistance, même en Espagne. Benoît Pellistrandi. N'oublions pas, le mouvement des indignés était né le 15 mai 2011, oui. À quelques jours des élections municipales de 2011. Et il y avait dedans la revendication de la vraie démocratie. Ils appelaient ça même la démocratie réelle. Et puis, ils se sont heurtés à la réalité de la vigueur de la démocratie représentative. Donc, ils ont compris que cette démocratie participative qui consistait à occuper la Puerta del Sol et puis d'autres places ne suffisait pas et qu'il fallait aussi aller aux urnes et conquérir le pouvoir par l'adhésion populaire. Et c'est ça aussi ce qui est intéressant, c'est cette mutation d'un parti ou de mouvement qui ont compris qu'il fallait entrer dans le jeu de la démocratie représentative. Magali Ballan. Oui, je crois que ce qui est intéressant également de souligner, c'est que tous ces partis aujourd'hui, pour la plupart, donc à l'exception de Syriza, ne sont pas vraiment encore en situation de prendre vraiment le pouvoir. Dans la mesure où, certes, ils incarnent quelque chose qui, pour l'électorat, est majeur, on en a déjà parlé, mais malgré tout, l'électorat aujourd'hui est encore sceptique quant à l'idée de leur donner le pouvoir pour vraiment gouverner. On a vu ça d'ailleurs avec les élections départementales en France. Le Front National a fait relativement un bon score au premier tour. Mais il s'est agi au second tour de voter pour lui et donc de lui permettre de remporter des départements. Là, on a vu que tout de suite, il a été moins bon. Et qu'en l'occurrence, les électeurs n'ont pas, finalement, au dernier moment... Le fameux plafond de verre est intervenu. Et donc ça, c'est vrai encore pour un certain nombre de partis, qui fait que finalement, il reste des partis pour lesquels on va voter pour contester la politique actuelle. C'est vrai aussi que de plus en plus, les électeurs votent pour des raisons d'adhésion à une partie de leur discours. De là à alors, donner la possibilité d'arriver au pouvoir, je crois que la situation n'est pas encore totalement mûre. Il se passe quand même quelque chose, on pourrait dire, à l'échelle européenne. On sent bien qu'il y a des frictions. Est-ce qu'on peut imaginer une sorte de, peut-être, mai 68, mais plus sociale, de réaction à l'Europe, hostile à Bruxelles, et de mouvement, on va dire, de rejet des austérités avec un S. Alors chacun a la sienne, elle est beaucoup plus dure dans des pays comme l'Espagne que dans d'autres pays. Mais voilà, est-ce qu'on peut imaginer cette espèce de conflagration, en quelque sorte, de mauvaise humeur et de souffrance sociale, parce qu'il y a énormément de souffrance sociale en Europe, qui est un continent, par ailleurs, extrêmement riche. Donc voilà, on est le haut et le bas, vous l'évoquiez tout à l'heure, ceux qui sont protégés, puis ceux qui ne le sont pas. Tout dépend de ce que l'Europe aura à distribuer. Alors je m'explique. L'Europe, elle n'a pas suscité d'acrimonie tant qu'elle apportait la paix et la croissance. Oui. Et puis peu à peu, cette Union européenne a apporté de moins en moins la paix avec le retour de la guerre sur le continent européen, ou aux marges en effet même de l'Union européenne, et puis la croissance de moins en moins, sauf dans certains pays, mais de moins en moins. Si à l'avenir, l'Union européenne connaît, comme c'est le cas à l'heure actuelle, des frémissements, les indicateurs économiques, les fondamentaux, comme on dit en Espagne, en dépit en effet de cette importante population qui est dans un état de pauvreté, sont plutôt depuis un an des indicateurs qui sont passés du rouge à l'orange et pour certains même qui repassent au vert. En France également, on sent qu'il y a un frémissement. Donc cette situation où s'exprime avant tout un malaise économique et social
peut évoluer dans les années qui viennent. Parce qu'à ce moment-là, l'Union européenne qui focalise toutes les haines, toutes les hostilités, pourra redevenir ce qu'elle a été tout de même dans les années 50, 60 et 70, eh bien un écrin blanc sur lequel nombre d'Européens projettent tout de même leurs espoirs. Oui, si elle n'est pas rejetée de toutes parts. Jean Garrigue ? Alors moi, je ne crois pas à la vague, hein, je l'ai dit en commençant, et je crois que le plafond de verre sera non seulement atteint en France, et je l'avais dit il y a très longtemps même sur ce plateau, je ne suis pas prophète, mais c'est l'impression. Là, vous nous le suggérez un peu quand même. Oui, je l'espère, je n'ose l'espérer. Je ne crois pas à cette vague, et d'autant moins en France. Alors, on pourrait revenir sur les propos de Jean-Luc Mélenchon, qui s'identifie, qui s'approprie de manière assez drôle ce mouvement européen qui est par ailleurs fort disparate, qui ne ressemble guère, puisque lui, il est par excellence un homme qui vient du système et qui ne participe pas du tout de ce renouvellement générationnel et de ce renouvellement des pratiques. Alors, c'est à ça que je voulais venir. C'est-à-dire que, autant, si vous voulez, effectivement, il est très possible que la conjoncture s'améliorant, le reflux se fasse de ces populismes, autant je pense qu'ils amènent, malgré tout, un besoin de rafraîchissement, de renouvellement, à la fois des générations et des pratiques politiques. Cette démocratie participative dont parlait Ségolène Royal lors de la campagne de 2006-2007, eh bien ça c'est une réalité, ça c'est quelque chose qui va irriguer la vie politique européenne. En revanche, je ne crois pas au grand soir de ces mécontentements disparats. Et si le Parti populaire espagnol s'appelle demain Los Republicanos, il se portera pas mieux. Non mais on peut dire c'est cosmétique, mais c'est un changement. Si le Parti socialiste français demain ne s'appelle plus le Parti socialiste, ça sera un bouleversement dans la vie politique du pays, qu'on peut juger formel, mais qui traduira quelque chose. Donc, en tout cas, le Big Bang organisationnel, demandé par Jean-Christophe Cambadélis, et la refondation de la droite, elle passe quand même par l'influence justement de ces mouvements. Est-ce que vous seriez d'accord pour dire que sans succès grec, il n'y aurait sans doute pas eu de succès espagnol? Enfin voilà, si la Ligue du Nord pousse et obtient des résultats, il y aura un contre-coup. C'est-à-dire qu'on a l'impression que les maillons se tiennent les uns les autres. C'est pour ça que je vous dis ce qu'on peut imaginer. C'est pas un truc organisé à l'échelle européenne, mais des mécontentements face notamment aux politiques d'austérité et face à la grande pauvreté. Les chiffres que nous a cités Benoît Pellistrandi sur la situation sociale aujourd'hui en Espagne, enfin c'est terrifiant au sens premier du terme. Oui, et c'est pour ça que je pense qu'il y a malgré tout des fractures souterraines qui sont très fortes, qui traversent les sociétés. En France, là je reviens de province, et on voit dans un certain nombre de villes, le premier employeur c'est l'hôpital et la mairie. Et du coup, les fonctionnaires apparaissent comme protégés, et ceux qui ne sont pas protégés sentent une hostilité et la manifestent de plus en plus. Et donc je pense aussi que derrière cette crise politique, il y a une crise de la société. C'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'on est ensemble et qu'on accepte les statuts différents? Et ça, c'est une interrogation qui traverse toute l'Europe. Alors je ne suis pas en train de vous dire qu'il y a la révolution en Europe, mais on peut se dire qu'il peut y avoir un vent social un peu particulier qui parcourt le continent. Et on le voit quand même à l'œuvre. Oui, mais moi je crois qu'il y a tout de même une grande limite à cela. C'est qu'on s'aperçoit, on le disait au début de l'émission, ces populismes s'expriment à chaque fois avec de très fortes spécificités nationales. Ce sont des nationaux-populismes, comme disent certains. Et il n'y a rien de plus difficile à faire qu'une internationale des nationalistes. C'est déjà assez difficile avec ceux qui se présentent comme internationalistes, alors imaginez avec les nationalistes. Magali Balland, et on va prendre des questions SMS. Oui, il y a aussi la dimension dont parlait Pascal Perrineau tout à l'heure, qui là, pour le coup, vraiment porte ces populismes, peut-être plus que la question sociale, c'est la question identitaire. Autant on peut effectivement imaginer que demain, l'Union européenne parvienne à endiguer la crise, en tout cas que la crise en Europe se solve petit à petit. Par contre, il y a un autre enjeu qui a priori est encore plus important, et là, pour le coup, il n'est pas du tout sûr que l'Union européenne y parvienne à la résoudre, c'est la question identitaire. On voit d'ailleurs combien les dirigeants européens sont aujourd'hui démunis par rapport à ces bateaux qui arrivent sur le sol européen. Personne aujourd'hui n'est en situation de trouver des solutions. L'Europe ne s'entend pas sur ces questions. La question des quotas, ça ne satisfait pas de manière consensuelle. Et là, sur ces sujets-là, on voit vraiment le populisme d'extrême droite prendre l'ascendant sur le populisme d'extrême gauche, d'une part, et d'autre part,
part, on peut, si vraiment on voit ce sujet-là, considérer que les populismes ont vraiment un bel avenir devant eux. Parce que là, on a vraiment un sujet qui est majeur. Ce sont des thèmes qu'il faudra prendre à bras-le-corps. C'est-à-dire que j'ai envie de vous dire, on n'aime pas tellement aborder ces questions parce qu'elles nous dérangent, parce qu'elles sont perturbantes. Mais elles ne dérangent pas les populismes. Voilà, elle est nourrice. L'extrême droite est très à l'aise sur cette question. Bien sûr. Puis il faudra beaucoup de courage pour les traiter. Oui. On va passer aux questions SMS. Mélenchon et les partis de gauche peuvent-ils proposer la même politique en France et arriver au même score qu'en Espagne? Mélenchon et les partis de gauche, par définition, non. Après ce qu'il vient de dire de la social-démocratie et le mépris qu'il affiche pour la social-démocratie. Je pense que l'idée du téléspectateur est de se dire, avec le Parti communiste, l'extrême gauche, les Verts, etc. Et vous voyez bien, c'est un espace qui, depuis des années, cherche à exister sur le modèle de ce qui se passe un petit peu en Grèce. Et en France, ça ne marche pas, c'est ça bien. Ça ne marche pas parce que d'abord, cet espace protestataire est déjà, et d'ailleurs c'était présent dans le discours de Jean-Luc Mélenchon, cet espace protestataire est occupé de manière quasi hégémonique par le Front National dans des tas de régions où normalement, ce que représente Jean-Luc Mélenchon aurait dû être le vecteur des protestations, je pense, aux anciennes régions industrielles sinistrées, le Nord-Pas-de-Calais, la Lorraine sidérurgique, etc. C'est pas le parti gauche, c'est pas le parti communiste qui en sont les vecteurs, c'est le Front National, c'est ce second. Il le reconnaît dans l'interview, hein. Il le reconnaît. Et puis il incarne la vieille garde politicienne aussi, de toute façon, Mélenchon. En France, c'est le Front National qui porte ce discours populiste, mais faute de résultats, petit à petit, même les plus réticents y adhèrent. Est-ce que vous percevez cette lente et, on serait tenté de dire, douce avancée du Front National dans les esprits et dans les idées? Ce que disait tout à l'heure Magali Balland est tout à fait exact. C'est vrai que le Front National représente aujourd'hui à peu près un Français sur 4 qui se rend aux urnes. Mais dès qu'il s'agit, dès qu'on s'approche véritablement d'élections qui distribuent du pouvoir et du pouvoir important, je pense à ce second tour des élections départementales où les gens se disaient je confie les clés de la maison département à tel ou tel parti. Ah là, il y a un reflux. Là, il y a une réticence. C'est-à-dire, on est un peu à la croisée des chemins en ce moment. Est-ce que vraiment ce parti, essentiellement protestataire, peut devenir ou non un parti de pouvoir? Est-ce qu'on peut, dans le système français, devenir un parti de pouvoir sans alliés? La réponse, à mon avis, est non. On ne gagne pas une élection présidentielle, qui reste l'élection qui distribue le pouvoir essentiel, si on est une puissance, mais une puissance solitaire. Vous voulez dire que le tripartisme ne change rien au bipartisme? Ah si, ça perturbe profondément le fonctionnement du bipartisme ou de la bipolarisation, d'ailleurs, ce qui serait plus exact. Mais il faudrait, pour que le Front National acquiert de manière crédible, gagne dans les têtes en termes de parti de pouvoir, il faudrait qu'il arrive à trouver dans son espace des alliés. Pour l'instant, la réponse, il n'en trouve pas. Benoît Pellistrandi? On est dans le vote de rejet et plus dans le vote d'adhésion. Et je dirais qu'actuellement, c'est mécaniquement, les électeurs regardent quel est le parti pour lequel voter et grâce auquel on peut éventuellement envoyer une sanction à ceux qui nous gouvernent. Et en Espagne, c'était clair que c'était Podemos et Ciudadanos qui étaient dans cette dynamique victorieuse et qui vont sans doute le rester d'ici les élections générales. En France, c'est le Front National. Et du coup, si on veut une voix, c'est pas grand-chose. On va du coup essayer de l'agréger à une dynamique. Je sais que vous vouliez réagir, Jean Garrigue. J'en profite pour vous donner la question qui suit, parce qu'à mon avis, ça s'accroche bien. Nos pays européens ont la chance que la révolte s'exprime dans les urnes et non dans la rue, mais cela va-t-il durer? Oui, alors les systèmes politiques européens, en tout cas dans l'ancien bloc atlantiste, c'est une situation un peu différente dans les cultures politiques de l'ex-Europe de l'Est, mais en tout cas, il y a quand même des garde-fous. Il y a quand même des garde-fous démocratiques, des cultures partisanes qui sont suffisamment fortes, il faut quand même bien le dire, et Mélenchon le reconnaît lui-même. Donc, moi, il y a une fracture sociale souterraine, il y a quelque chose qui se joue d'une nécessité de transformer la société, au fond, de transformer la société européenne à travers ce modèle de l'État-providence qui doit s'acclimater à la mondialisation. C'est ça l'enjeu majeur, me semble-t-il, tout au fond des choses. Mais simplement, il y a en France une adaptation nécessaire. Il y a des pratiques politiques nécessaires. Il y a des adaptations institutionnelles, je crois, qui sont aussi nécessaires. Mais je ne crois pas à une explosion de la rue. Les populismes européens peuvent-ils faire fuir les investisseurs? C'est une question.
Oui, vers l'Allemagne, hein, parce que... Oui, ça aggravera notre cas. Non, mais voilà. Ce que je viens de vous dire est vrai, hein, sur le plan économique. Il est vrai que par ces populismes apparaît de la perturbation et que cela n'est pas un élément pour attirer les investisseurs. Oui, ça peut devenir un problème. Cependant, regardez, il y a des pays comme la Suisse où on a le premier parti depuis 3 législatives, qui est le parti du peuple suisse, qui a beaucoup d'aspects de populisme protestataire, et la Suisse reste la place très calme que l'on connaît. Oui. Vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, à Madrid et à Barcelone, les futures maires ont indiqué qu'elles taxeraient les appartements vides et qu'elles feraient un impôt sur les propriétaires de plusieurs appartements, mais elles ne visent pas les individus privés, mais effectivement les fonds d'investissement. Donc ça va avoir une répercussion très nette. Un autre partage des richesses est-il possible avec la mondialisation? Vous voyez, c'est intéressant cette question parce qu'elle pose le problème de l'alternative. Vous évoquiez tout à l'heure, Magali Ballon, le fait de voir des partis qui n'avaient pas été usés par le pouvoir et d'une certaine façon, ah bah tiens, ceux-là on les a pas essayés, pourquoi ne pas trouver une issue? Et là, on a un téléspectateur qui nous dit, voilà, dans une économie mondialisée, est-ce qu'un autre partage des richesses est encore possible? Qu'est-ce que vous répondez à ça? En tout cas, juste un élément. En tout cas, je pense qu'une gouvernance démocratique, aujourd'hui, elle doit donner des signes. Il ne faut pas rester uniquement dans le registre de la symbolique, mais il faut donner des signes de ce qu'est une répartition plus équitable des richesses. On voit bien à quel point la symbolique, elle est très très forte et elle est très sensible. Et elle est très utilisée par les partis populistes, justement. Il faut donner un certain nombre de signes, de la redistribution, de quelque chose de plus juste, de plus équitable. Alors on parlait d'ordre juste dans le temps, mais il y a quelque chose là qui doit se jouer, qui doit faire réfléchir nos gouvernants. Ce n'est pas simplement une question d'équilibre au sein du Parti socialiste, c'est une question de réflexion par rapport à cette symbolique du populisme. On a un SMS qui est quasiment une définition. Parti populiste, parti qui fait des promesses aux pauvres, qui espère encore devenir riche un jour. Ça vous inspire? Oui, il y a une partie de vérité. Il ne faut pas rêver aussi les capacités de rénovation de ces populismes. C'est l'idée que normalement avec les populistes on rase gratis. Voilà. On le sait, mais ce n'est pas nouveau. Il y a eu déjà, dans les années d'après-guerre, des partis qui promettaient de raser gratis dans une société idéale. Le Parti communiste français, c'était quoi dans les années 50 et 60? Ça obéissait à cette fonction, comme on disait, de tribun de la plèbe qui faisait remonter les revendications vers le système. Et c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui avec Podemos, avec Syriza, avec le Front National, peut-être demain avec la Ligue du Nord. Mais de quoi c'est porteur, ça c'est beaucoup plus difficile de le définir. Parce que par exemple, quand on regarde, j'ai essayé je ne maîtrise de l'espagnol faible, mais j'ai essayé de lire les programmes de Podemos, c'est tout de même très light comme programme. Et puis déjà, alors qu'ils ont une faible durée de vie, ça a déjà beaucoup changé. Donc il est très difficile de savoir ce qui s'invente. Et d'autre part, parfois on est très vite déçu. Parce qu'au fond, ces partis très souvent disent c'est formidable, avec nous s'invente une vraie démocratie contre l'oligarchie justement de la caste. Ah. Mais quand vous regardez, je regardais, Monsieur Pablo Iglesias qui dirige ce mouvement, il a un conseil de coordination d'une quinzaine de membres autour de lui, c'est lui qui les nomme. Ah. Donc vous voyez, c'est exact. On nous rejoue, au fond, ce que le Parti communiste nous avait déjà joué dans les années 50, c'est-à-dire le centralisme démocratique, avec des gens qui pourtant prétendent inventer l'avenir. Benoît Listrandé, vous voulez ajouter quelque chose et j'ai une dernière question après. Les recettes vont être extrêmement classiques. C'est par exemple la remunicipalisation des régies. Là, les gens vont pas s'exciter autour de ça. Ou sinon aussi, ils veulent un bilan démocratique des finances. Qui va aller regarder les finances de la municipalité? Ce sera ma dernière question. Je vous donne 15 secondes pour répondre. Ces grands mouvements sociaux mènent-ils à la révolte ou bien à une apathie collective? Pour l'instant, on est dans l'apathie. Mais moi, je pense qu'il faut produire du rêve. Alors, le rêve, c'est pas de l'enchantement, c'est de la production d'idées. Il appartient aux partis qui s'opposent, parce que ce sont les partis de gouvernement face à ces populismes. Il leur appartient de donner de nouveaux dessins, de nouveaux rêves. C'est ce que disait la vice-présidente de la Commission européenne. Merci infiniment, les uns et les autres.